Madame la ministre, cher Georges-Paul Anvin, Monsieur le préfet, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, cher Pierre Génie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le Président des Amis du Général Dumas, cher Claude Ribes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. Je me réjouis évidemment d'être avec vous ce soir, ici, dans ce lieu si symbolique, et je mesure avec gravité l'importance de cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Ce 10 mai doit être l'occasion de nous réunir et de nous arrêter un instant. Nous arrêter un instant afin de poursuivre cette réflexion collective et civique engagée sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité. Pour cela, l'histoire doit être lue et appréhendée dans son intégralité. Parce que oui, l'histoire de l'esclavage retentit encore aujourd'hui dans le monde, comme dans notre France contemporaine, dont les racines plongent dans le passé. Cette histoire a laissé des traces dans les Outre-mer, comme auprès de la population ultramarine de l'Hexagone, ainsi qu'auprès de nos compatriotes issus des dernières vagues d'immigration. Chaque époque a produit ses haines avec son lot de bourreaux et de zélateurs. Ces pages sombres, nous ne devons ni les occulter, ni les instrumentaliser. Nous devons, au contraire, les regarder en face. Nous devons les expliquer, en faire la pédagogie auprès des jeunes générations en particulier. Parce que l'histoire touche parfois à ce que nous avons en nous de plus sensible, à savoir notre identité. Nous devons donc poser un regard lucide sur l'hier pour mieux comprendre l'aujourd'hui et mieux appréhender le demain. Ce travail mémoriel est en ligne, est une ligne de crête sur laquelle nous n'avons pas le droit de reculer, ni le droit de fléchir. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Avancer sur le chemin de cette réflexion civique que je viens d'évoquer. Parce que comme le disait Marc Bloch, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Ce 10 mai est donc pour notre pays, pour le gouvernement, pour vous, pour nous tous ici, extrêmement important. Et commémorer, ce n'est ni faire le tri, ni faire table rase. Commémorer, c'est au contraire lutter contre l'amnésie, voire l'hystérie que l'immédiateté de notre société, ainsi que les discours de haine qui prolifèrent, ont tendance à engendrer en mettant du sel sur les plaies. Commémorer, c'est raviver la mémoire des morts et des rescapés. Et c'est ainsi leur offrir la place qu'ils méritent dans notre présent. Commémorer, c'est combattre la tentation de l'oubli qui dilue les souffrances et qui porte en elle le poison des divisions. Je vous avoue que je n'avais pas prévu qu'il y ait deux discours en parallèle. Alors j'espère qu'on va rester concentrés. Commémorer, disais-je donc, c'est combattre la tentation de l'oubli qui dilue les souffrances et qui porte en elle le poison des divisions. Et dans la vie d'une nation, commémorer, c'est autrement dit préférer la concorde à la discorde. C'est solidifier toujours plus ce fil invisible qui nous relie les uns aux autres, à savoir nos valeurs républicaines d'égalité, de liberté et de fraternité. Commémorer, c'est donner force et c'est donner vigueur à ces valeurs de notre République. Et c'est forger maille après maille notre communauté nationale. Parce que comme l'écrivait Édouard Glissant, si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. C'est parce que le refus de savoir est un refus de reconnaissance
que cette journée nationale existe depuis 2006. L'histoire de l'esclavage doit donc continuer d'être inscrite en lettres capitales dans notre conscience nationale. Elle doit être mieux connue, elle doit être plus visible, parce que nous l'observons ces dernières années, le passé peut constituer un facteur de désaccord, des désaccords parfois qui peuvent être très profonds. Et pour notre France du XXIe siècle, et à la lumière de l'élection présidentielle que nous venons de vivre, où certains ont cherché à diviser, à fracturer, eh bien le récit commun que nous devons édifier doit nous permettre d'assumer le poids de notre passé, de tout notre passé. Parce que comme l'a affirmé Emmanuel Macron il y a encore quelques semaines, la France est un bloc. Et pour cela, nous devons dénouer toutes les contradictions, lever tous les clairs-obscurs et les insérer dans un récit global et unificateur dont la République constitue à la fois la résolution et aussi l'aboutissement. Ce passé commun ne doit pas être un vecteur de morcellement, mais à l'inverse, il doit être le socle, le ciment de notre cohésion sociale. Parce que regarder notre histoire dans le blanc des yeux, ce n'est ni s'auto-flageller, ni demeurer corseté dans une position victimaire. Et ce n'est qu'à travers cet entre-deux que nous réconcilierons les Français, tous les Français, qu'ils soient dans l'Hexagone ou sur les territoires ultramarins. Écrire ce récit commun, se rassembler autour de lui, passe ainsi par une journée nationale. Et pour reprendre les mots de Maryse Condé, l'esclavage fut un phénomène tellement énorme, tellement injuste, tellement arbitraire, que s'atteler à la transmission peut paraître parfois impossible. Désépaissir les montagnes de souffrance peut paraître parfois insurmontable. La cérémonie à laquelle j'ai assisté cet après-midi au Jardin du Luxembourg, aux côtés du président de la République, du garde des Sceaux et de tous les autres ministres, y compris celui des Outre-mer, est l'illustration que la France ne saurait céder à la fatalité. Et votre présence ici, mesdames et messieurs, démontre que nous ne saurions nous résigner face à l'immensité de cette tâche. Et parce que notre XXIe siècle n'échappe malheureusement pas aux discours et aux actes racistes et antisémites, c'est un combat, c'est un grand combat que nous portons ce 10 mai. C'est un combat de tous les jours que nous devons mener ensemble. Et j'aurais tant aimé que nous le menions véritablement ensemble des deux côtés de la rue. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nombre de nos concitoyens d'outre-mer ou de l'Hexagone ont des racines qui plongent dans cette histoire striée de douleur. En gardant la lucidité du présent, nous devons absolument enseigner ce passé, avec ses meurtrissures, et aussi ces plaies qui sont encore à vif. J'ai visité le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, la savane des esclaves aux Trois-Îlets, en Martinique, ainsi que le musée de Villèle à La Réunion, l'île de Gorée au Sénégal et aussi Ciudad Velha au Cap-Vert. J'ai vu combien l'humain peut parfois déshumaniser. Et comme l'écrivit Louis Delgrès dans sa déclaration du 10 mai 1802, j'ai vu combien les idéaux des Lumières étaient du côté des abolitionnistes et des combattants de la liberté. Cette création continue, pour citer Gaston Monnerville. De tout cela, j'en ai forgé une conviction très forte. Plutôt que de déboulonner, plutôt que d'effacer, nous devons au contraire enrichir. Enrichir nos musées, enrichir nos manuels scolaires, enrichir nos rues et ainsi enrichir nos mémoires. En embrassant notre histoire dans son entièreté, avec ses aspérités et ses parts d'ombre, avec ses blessures parfois si enfouies qu'elles en deviennent indicibles, eh bien c'est la République et par ricochet toute notre société qui en ressortiront grandies, qui en ressortiront plus fortes et plus soudées. Je sais les attentes et je sais les colères aussi. Et nous devons faire de notre France plurielle une véritable République unie. C'est une impérieuse nécessité. Et c'est l'ambition du président de la République qu'il s'est assignée depuis 2017 et qu'il continuera de porter et de traduire en actes.
Et ce 10 mai constitue l'un des ingrédients de ce désir d'unité. Pour y parvenir, nous avons aussi besoin de héros et de héroïnes. Et vous l'avez dit, cher Claude, ces figures importantes et positives de notre histoire qui demeurent trop peu connues et trop peu reconnues, et qui pourtant peuvent constituer des repères, des boussoles pour notre jeunesse en particulier. Le général Dumas faisait partie de ces boussoles. Ce fils d'esclave métis, mu en héros de la Révolution française, ce combattant de la liberté avait su briser les carcans du racisme et des discriminations qui ont enserré son destin. Cette prison invisible qui abîme l'âme et qui rétrécit les rêves. Et s'il a subi toutes les avanies, le plus grand des Dumas, comme l'écrivit si joliment Anatole France, n'a jamais plié. Et c'est de ce type de héros, de figure à la fois française et universelle, mais surtout intemporelle, dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui. Parce que notre époque, en proie au doute, n'est pas hermétique au racisme, à l'antisémitisme et à son cortège de discrimination. Bien au contraire. Ce travail qui dépasse le devoir de mémoire ne peut s'opérer sans l'apport inestimable des chercheurs. Le travail scientifique nous permet non seulement de nous souvenir, mais il nous permet aussi de ne pas rétrécir notre histoire et d'élargir notre horizon. Et par conséquent, d'élargir nos esprits. Sous la lentille du microscope, la science nous permet de mieux comprendre notre passé et ainsi de mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Parce que la science ne doit ni gommer, ni juger. Elle ne doit ni anoblir, ni amoindrir. Elle doit simplement faire œuvre d'honnêteté et de lucidité pour au final nous rassembler. Et par leurs travaux, les chercheurs, dont certains sont présents avec nous aujourd'hui, rehaussent l'histoire d'une majuscule. Dans toutes les sociétés, leur rôle est absolument fondamental car ils sont les artisans de ce qui fait le ciment de notre pays. En d'autres termes, ils sont les sculpteurs de notre mémoire collective. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des additionnés, comme le disait Romain Gary. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui avec une acuité toute particulière. L'identité de la France, je dirais même son âme, ne saurait être déliée de son histoire. Et cette histoire n'est pas une accumulation d'épisodes étanches les uns aux autres. Nous le savons tous. Elle a des conséquences directes sur notre société contemporaine. Et ce 10 mai nous permet collectivement de faire les exégèses d'une page sombre aux traces indélébiles que l'on ne peut certes réécrire, mais que l'on doit relire attentivement pour que jamais, jamais elle ne bégaye. Aux heures sévères que traverse le monde, et malheureusement notre pays n'y échappe pas, nul ne peut et nul ne doit demeurer dans l'expectative. Aussi, comme l'écrivit Frantz Fanon, chaque génération doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et à nous, mesdames et messieurs, à nous de la remplir et de transmettre ce flambeau aux générations à venir. Je vous remercie. Voilà, d'abord, je propose, eh bien, commençons par les plus pressés, puisqu'apparemment il y a urgence, par la gerbe de Madame la maire de Paris que vous représentez, puisqu'elle a l'air très pressée aujourd'hui. Je vais vous l'accompagner. Voilà. Ça, on va faire ça ensemble, Madame la ministre, si vous voulez, parce que nous ne sommes pas... Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va la mettre une rage. Encore une dernière fois, l'architecture fragile.
Les hommes avaient traversé la rivière, s'étaient assis, s'étaient saisis de ça parce qu'elle tenait dans sa maison. On avait ramené une bouquette à pied. Le bras s'était mis autour de sa taille. Monsieur qui représenté l'ambassade des États-Unis, si vous voulez bien déposer votre verre, je serai très honoré. Elle avait fait quelques pas. S'était assise sur le petit devenu super attentive à tout ce. La grande pitié des messages était bien avant. L'amour des fois une raison. Expirait, se passait vite. Au centre, devant la flamme partout, la couleur des branches et des feuilles, qui semblait heureuse de n'être plus qu'à peine. Le vice-président de souffle, d'une convulsion. Le feu rosé l'attira sur son épaule et baissait une voix, une cheval, aux accents étouffés, qui voulait à toute force d'accompagner autour de ses voix. Je vois la retour. On va gérer. Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre et chère Elisabeth Moreno. Madame la défenseure adjointe des droits et chère Georges Paul-Angevin. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, cher Pierre Génie. Monsieur Gilles Taïeb, qui représente le président du CRIF et qui est lui-même vice-président. Monsieur Christian Monteilly, président de France. Lieutenant-commandeur, qui représentait aujourd'hui l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs les élus et chers collègues, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs et bien chers amis du 10 mai. Pourquoi se réunir ici tous les ans, le 10 mai, pour parler de l'esclavage? Eh bien, parce que c'est absolument indispensable. Si l'on s'en abstient, personne ne peut comprendre pourquoi la France
à des petits morceaux de son territoire, à des milliers de kilomètres d'ici. Des petits morceaux qui sont parfois de grands morceaux, puisque la Guyane c'est immense et que c'est notre plus grande frontière. Des morceaux de territoire qui étaient autrefois des colonies. Des colonies où la France, pour en faire des esclaves, a importé très officiellement et sans état d'âme aucune des enfants, des femmes, des hommes, arrachés à l'Afrique. Et avec quels dommages collatéraux pour un esclave qui débarquait, sans doute 5 fois plus de victimes. Des survivants, des esclaves à peine nourris qui travaillaient jusqu'à la mort et qui étaient ensuite remplacés pour que le système puisse fonctionner, car l'esclavage était à cette époque le moteur de notre économie qui reposait principalement sur le commerce maritime. Il n'y a pas un port en France, pas un, qui n'ait dû sa prospérité à ce système. Alors vous me direz, bien sûr, l'esclavage a été aboli et tout ça c'est loin. L'esclavage a été aboli en effet, mais il a été aboli 2 fois, en 1794 et en 1848, ce qui veut dire qu'il a été rétabli. C'est malheureusement une spécificité française. Rétabli en 1802 par Napoléon, bien sûr, mais il ne faut jamais l'oublier, au nom de la République. Bien sûr, la traite a été proscrite 4 fois. Elle a été proscrite en 1815, en 1818, en 1827 et en 1832. C'est dire qu'il y a eu autant de résistance de la part des négriers pour maintenir le système qu'il y en eut du côté des esclaves pour le détruire. Et ce n'est pas parce que l'esclavage a été aboli, parce que la traite a été proscrite, que du jour au lendemain, ce qui était une pratique légale et qui devenait un crime s'est arrêté. Non, non, non. Dans certains ports, vers 1850 encore, on apercevait des navires négriers clandestins. Et puis, nonobstant l'abolition définitive de 1848, il y a eu encore des Français qui étaient propriétaires d'esclaves en toute légalité. Propriétaires aux États-Unis jusqu'en 1865, Français propriétaires d'esclaves à Cuba jusqu'en 1886, Français propriétaires d'esclaves au Brésil jusqu'en 1888. L'histoire de la traite et de l'esclavage, c'est donc une partie de l'histoire de la France. Et cela a duré 300 ans si l'on prend en compte les premières déportations d'esclaves au Brésil au XVIe siècle. Alors si cette histoire n'avait pas laissé de traces, on pourrait dire que c'est du passé. On pourrait dire que ça n'intéresse que les historiens, et je préférerais que ça soit comme ça. Mais cette histoire nous a laissé un héritage. Et par le choix de la départementalisation en 1946, cet héritage, eh bien, nous l'avons accepté. Des territoires avec des femmes, des hommes, des enfants, nos compatriotes, dont la couleur de peau rappelle d'où viennent une partie de leurs ancêtres. Et au cœur de cet héritage, il y a des préjugés. Il y a un racisme qui est d'autant plus virulent, vous le savez, Madame la Ministre, en France, qu'il prétend bien sûr, tout comme le diable, ne pas exister. On pourrait dire la même chose du sexisme. Alors, on nous dit que la France est une terre de métissage. Mais en France, le noir mélangé au blanc reste noir. Tandis que le blanc, mêlé au noir, ne reste pas blanc. Le père du général Dumas était blanc, mais le général Dumas est noir. Bref, est-ce que les Français se rendent bien compte de ce que cela peut être pour les femmes, les hommes, les enfants des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte? Pour nous, qui sommes ici, en plus d'être discriminés sur le fondement de la couleur de peau, que d'accepter d'avoir eu des ancêtres traités même pas comme du bétail, mais comme du bétail en batterie. Pendant longtemps, c'est aux victimes et à leurs descendants que l'esclavage a fait honte, tandis que les bourreaux et leurs descendants avaient très bonne conscience. Aujourd'hui, c'est peu de dire que la France a un sérieux problème avec ses territoires.
avec celles et ceux qui y habitent, avec celles et ceux qui en sont issus, à force de se sentir méprisés, et de fait, je crois qu'ils le sont, les Français qui habitent ces départements et qui portent au quotidien et de manière visible les séquelles de l'histoire que je viens d'évoquer, sont parvenus au désespoir, au paroxysme du désespoir. Je vais vous donner un exemple. Alors que ce sont les originaires d'outre-mer, des femmes essentiellement, des femmes pour la plupart, qui dans nos hôpitaux de l'Hexagone ont soigné, ont réconforté pendant les 2 dernières années avec un dévouement sans faille les plus faibles de leurs compatriotes qui étaient terrassés par le virus. Est-ce qu'on leur a dit merci à ces femmes? Eh bien moi je vous dis aujourd'hui que je leur dis merci, parce que personne ne l'a encore fait. Alors, est-ce qu'on a eu, du fait de cet exemple, un peu de discernement, un peu de compréhension, un peu d'indulgence, ou même simplement un peu de pédagogie lorsque là-bas d'autres soignants, comme la majorité de la population, refusaient de se vacciner? Quand nos compatriotes des Antilles protestaient contre la vie chère, contre l'empoisonnement mortifère de leur corps et de leur terre, contre le fait qu'ils n'ont même pas d'eau au robinet, alors qu'ils payent pour cela, on leur a fait comprendre que la France, la vraie France, la métropole comme ils disent, encore en souvenir de naguère, on leur a fait comprendre qu'on pouvait très bien se passer d'eux. Et on a brandi le mot d'autonomie. Ce n'était pas ce qu'ils demandaient. Ils voulaient de l'eau, les moyens de subsister, ils voulaient tout simplement rester vivants. Et puis ils voulaient quelque chose de plus fondamental encore. Ils voulaient qu'on les respecte. Eh bien, voyez-vous, cette réponse qu'on leur a donnée n'était pas pour moi à la hauteur de la République, telle que je la conçois, telle que je la respecte et telle que je l'aime. Et parce qu'elle n'était pas au niveau, toutes les anciennes colonies esclavagistes de la France ont répondu en donnant leur suffrage aux extrêmes. Eh bien, je vais vous dire, ce réflexe, c'est un réflexe de désespoir. Il y avait eu des signes avant-coureurs, notamment en 2009. Mais cette fois, je crains que cela puisse être, j'espère me tromper, le dernier avertissement. Voilà donc pourquoi nous sommes ici. Pour dire qu'il ne faut pas négliger un passé qui a laissé des traces si évidentes. Le passé n'explique pas tout, bien sûr, mais il permet tout de même de décrypter beaucoup de choses. Alors le 10 mai, pourquoi le 10 mai? Pas le 11, pas le 9? Parce qu'un décret présidentiel pris en application d'une loi voté à l'unanimité a fixé ce jour de commémoration pour que les Français de l'Hexagone prennent la mesure de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore dans ces anciennes colonies esclavagistes de la France qui sont devenues des départements. Le 10 mai, on nous l'a donné. Alors le 10 mai, on le garde. C'est bien peu de choses, mais il faut s'y accrocher. Et ce 10 mai, comme ceux qui ont précédé, comme ceux qui suivront, ce sera ce que nous en ferons, même avec peu de moyens. Enfin, pourquoi venons-nous ici, devant ce monument-là? Et quel rapport avec le général Dumas? Ben, je vais vous le dire. Si on les regarde en face, et vous êtes bien placés pour les regarder, ces frères, je crois qu'ils disent bien ce qu'ils veulent dire. Et je crois qu'on ne risque pas de les confondre avec autre chose. La photographie de ce mémorial dont je suis un peu à l'origine, en 2009, tous les journalistes l'utilisent depuis 13 ans pour illustrer cette journée du 10 mai, ou seulement pour parler de l'esclavage. Il doit bien y avoir une raison. La place du Général Catroux, où nous sommes ici, est devenue en France, et je suis fier d'en être à l'origine, le lieu mémoriel de l'esclavage par excellence. La preuve en est que dans le square d'à côté sera installée la statue d'une victime du rétablissement de la servitude en 1802,
dans un bain de sang. Bref, depuis 13 ans, c'est ici que ça se passe. C'est ici que les originaires des Outre-mer et leurs amis viennent se recueillir. Ici et pas ailleurs. C'est comme ça. Alors pourquoi le général Dumas? Tout simplement parce qu'il est l'un des plus grands héros de l'histoire de France. Au même titre que Du Guesclin, que les compagnons de Jeanne d'Arc, auxquels il est du reste apparenté, que Jeanne Hachette, n'oublions pas les femmes, ou que le chevalier Bayard. Or, le général Dumas est né esclave, et sa couleur de peau, ses origines serviles maternelles, l'ont disqualifié, malgré ses mérites, malgré son héroïsme. Elles l'ont disqualifié de son vivant, et elle le disqualifie encore, puisque sa majestueuse effigie, installée ici même il y a plus de 100 ans, abattue ensuite par les collaborateurs racistes, n'est toujours pas réinstallée. Ça fait très exactement 20 ans. 20 ans. Une vie. Ça fait 20 ans que je le dis, que je le répète, que je l'écris. Aujourd'hui, 20 ans après, comme l'a écrit Alexandre Dumas, 20 ans après, à force, tout le monde semble d'accord. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a dit au Sénat. Et il est venu ici. Les élus de Paris l'ont même voté à l'unanimité. Et même le président de la République le souhaite, paraît-il. Mais cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas parce qu'il y a des gens qui entravent cette démarche, pourtant légitime et salutaire. Et j'ai payé cher, croyez-moi, pour le savoir. Et ce sont les mêmes qui portent une part de responsabilité quant à la situation aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Le général Dumas dérange ces gens-là à cause de sa couleur, bien sûr, et aussi parce que, tout en ayant cette couleur-là, c'est un héros. C'est un héros positif. C'est un héros exemplaire, fédérateur, incontestable. Ce n'est pas un martyr. On a mis des chaînes ici, mais elles sont symboliques. Le général Dumas n'est pas une victime. C'est un héros. C'est un exemple pour nous tous et pour nos enfants. Ces gens-là ont en commun avec les antiracistes paternalistes le fait que, s'agissant des Noirs, comme ils disent, aux héros, ils préfèrent les victimes, les martyrs, celles et ceux qui ont été empêchés de prouver leur valeur, de prouver leur mérite et dont l'histoire se termine toujours mal. Celles et ceux qui ne parlent qu'à une partie des Français et dont le destin tragique ne fait rêver personne et nous désespère un peu plus en fin de compte. L'enfant que j'ai été a besoin de rêves. L'enfant que j'ai été a besoin d'espérance. Nous avons tous besoin de rêves et d'espérance pour nous construire et pour nous reconstruire. Et l'histoire du général Dumas, eh bien, elle me fait rêver et elle me donne espoir. Et il me semble qu'elle fait rêver et qu'elle donne espoir à tout le monde. Et quand on voit sa vie, on se dit qu'en France, sans distinction de couleur, sans distinction de sexe, nous pouvons tous être des héros, nous pouvons tous être des héroïnes. Et alors l'esclavage, le racisme, même si l'on ne se sent pas du tout concerné, même si on ne se sent pas du tout impliqué, deviennent absolument insupportables. Eh bien, si le général Dumas, figure majeure de notre histoire, n'est pas honoré comme il se doit, cela signifiera qu'aucun originaire d'outre-mer contemporain, aucune originaire d'outre-mer contemporaine, quels que soient ses mérites, quel que soit son courage, ne pourra jamais l'espérer. Et c'est malheureusement ce qui se passe jusqu'à présent. Quelle représentation pour les originaires d'outre-mer dans la vie politique hexagonale et dans les institutions? Quelle récompense pour les meilleurs d'entre eux, en dehors des colifichets, dans la plus pure tradition coloniale, et je dirais même esclavagiste? Quelle visibilité dans l'outre-mer audiovisuel, France O. Je ne parle pas de la couleur de peau, qui est un problème plus général, et qu'on fait semblant de confondre avec le désarroi ultramarin. Je parle ici et maintenant des Outre-mer, et de celles et de ceux qui en viennent. Il y a 2 ans, les débris
des statues pleuvaient comme à Gravelotte. Eh bien, si nous n'y prenons garde, ce n'était rien, oh rien, par rapport à ce qu'il faut à présent redouter. Alors que pouvons-nous faire? Peut-être encore reconsidérer notre politique concernant les anciennes colonies esclavagistes, peut-être repenser notre politique mémorielle concernant l'esclavage, ou tout simplement en avoir une. Tout reste encore possible. Nous sommes à l'aube d'une ère institutionnelle nouvelle, avec 5 années de visibilité. D'ailleurs, les cartes ne sont-elles pas obligées d'être rebattues? Et vite, il me semble. Il n'y a pas de honte à reconnaître des erreurs ou des négligences avant qu'elles ne deviennent des fautes. C'est pourquoi je reste confiant. Je reste confiant parce que tout ce que veulent les habitants et les originaires des territoires que je viens d'évoquer, ce sont d'abord les marques élémentaires du respect qui leur est dû. Et pourquoi ils veulent ces marques de respect? Eh bien parce que ce sont des Françaises et des Français à part entière, pas des Françaises et des Français entièrement à part. Je vous remercie.